très heureux de vous accueillir ce soir au Learning Planet Institute. Merci à Omar et Johan pour le fait de nous accueillir. Le Learning Planet Institute, pour ceux peut-être que certains connaissent l'ancien nom, le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, c'est un lieu qui est dédié à la société apprenante. C'est un endroit d'éducation, de recherche, d'enseignement. Et puis je vous laisserai préciser. Aujourd'hui, le thème de notre soirée, c'est apprendre à apprendre. L'idée, c'est vraiment le point de départ. On s'est dit qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, on apprend tous les jours. Être entrepreneur, c'est un parcours apprenant. Je pense que vous voyez bien de quoi je parle. Par moment, on se dit, on a eu une habitude d'apprendre aussi à l'école, peut-être pour certains d'entre vous à l'université, dans nos études, qui était une certaine manière d'apprendre, mais il y a plein de modes d'apprentissage différents. Et c'est important aussi de déconstruire ces modes d'apprentissage, apprendre à mieux se connaître sur ce qui est le plus efficace pour soi, pour apprendre, pour justement être toujours dans une démarche d'apprentissage, dans une transition professionnelle ou dans un nouveau parcours en tant qu'entrepreneur, ou quand on veut tester une nouvelle offre, aller travailler avec de nouveaux types de clients, de nouveaux prospects, etc. Voilà. Donc voilà le point de départ de notre réflexion. Et là, on a appelé Johan, qui est un ancien entrepreneur de la coopérative et qui travaille aujourd'hui pour le Learning Planet Institute. Et on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire autour d'une nocturne. Donc voilà, bienvenue. Avant de vous donner la parole pour que vous vous présentiez, j'ai juste 2-3 consignes. C'est le moment relou, mais écoutez-moi quand même. La première chose, c'est que vous avez normalement tous des badges. On aimerait les récupérer. Simplement pour les réutiliser. Voilà. Merci de nous les rendre à la fin. Le lieu ferme à 21h. Il faut absolument qu'on soit tous sortis pour 21h. Donc la conférence, les échanges dureront jusqu'à 20h et qu'on aura un cocktail qui se fera hors de cette salle. Vous pourrez remettre vos chaussures. Pour la partie réseautage, si vous voulez être plus à l'aise en chaussures. Voilà, ce sera dans l'autre salle. Mais voilà, soyez sympas avec nous parce qu'après nous, on aura environ 20 minutes pour ranger. Voilà. Donc merci pour tenir ce cadre avec nous. Je remercie déjà les sociétaires qui nous aident pour l'accueil, etc. Et j'en profite pour dire que tous ceux qui ne sont pas encore sociétaires, qui sont entrepreneurs salariés, voilà, vous pouvez parler à l'équipe si c'est un sujet qui vous intéresse. Et la prochaine Assemblée Générale a lieu le 12 mai, prochain. Voilà. Je remercie aussi nos partenaires qui sont là, qui viennent, pas certains pour la première fois, participer à une nocturne. Donc voilà, il y a certains d'entre vous qui ne sont pas des entrepreneurs de la coopérative, mais qui sont des partenaires de la coopérative. Et c'est l'occasion aussi pour nous de montrer ce qu'on fait à l'unicité et voir l'unicité de l'intérieur. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai toute ma liste. Oui, c'est bon. Et j'ai oublié le jeu, je ne me suis pas présentée, je me rends compte. Je suis Célia Hansen, co-directrice d'Omnicité. Certains d'entre vous me connaissent, et pour ceux que je rencontre pour la première fois, voilà, je suis ravie. Je te laisse te présenter, vous présenter, et puis démarrer notre thème de la soirée. Qui vous démarre? Bonjour. Bonsoir. Oui, alors moi je suis parmi vous, et j'étais
membre de cette coopérative d'activité d'emploi dans le cadre d'un contrat CAP. Je ne suis pas allé au bout. Et je suis arrivé sur une aventure qui est similaire, puisque travailler, ça peut être entreprendre dans un cadre d'entreprise, de CRE ou salarié. Mais l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu en nous ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, et pour qui on le fait, et dans quel cadre. Donc ce cadre-là, Learning Planet Institute, c'est donc, comme l'a très bien dit Célia, un lieu dédié à la société apprenante pour prendre soin de soi, des autres et de la planète. À partir de là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et il s'y fait beaucoup de choses, donc je ne vais pas faire la liste, vous irez voir sur le site, plein de choses. Et l'important, c'est de retenir ça, prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et que pour y arriver, on se dote d'un lieu, mais aussi de ce que François Taddy, qui a cofondé ce lieu avec Ariane Midler, appelle un cadre de liberté évolutif et fécond. Et ça ferme à 21h. Mais on peut avoir des assouplissements quand ça nécessite. Par exemple, quand on a mis en place notre festival de l'apprendre il y a 2 semaines, qui a permis à 550 événements d'avoir lieu dans un cadre global, international. Et l'idée, c'est de partager. Aujourd'hui, on partage. Et puis, il y aura aussi d'autres partenariats avec Communicité. On a déjà évoqué certains ensemble avec Julien et Célia. Je pense que ça va permettre, au-delà de cet événement, de lancer des dynamiques. Et pour le reste, je ne sais plus ce que j'ai dit de moi. Je suis présenté. Si je suis responsable des programmes inclusion, c'est-à-dire qu'on s'adresse au public qui ne sont pas dans l'université, qui n'iront peut-être jamais, c'est pas grave, mais par contre, ils ont comme point commun tragique d'être dans une situation de privation d'emploi. Donc nous, l'idée, c'est qu'ils sortent de cette situation-là, mais avec une meilleure compréhension de leurs valeurs, et ça commence dès le premier jour quand on les rencontre. Prise de conscience de leurs valeurs, de leur potentiel, et donc ça commence aussi par comment on les nomme, nos bénéficiaires, on les nomme des talents. Voilà. Donc chacun étant porteur de ses talents, nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que quand ils ressortent d'ici, ils aient une meilleure conscience de leurs talents, et parfois même un projet entrepreneurial consolidé. Et ça me permet de passer la balle à Thomas, parce que c'est lui qui crée ses parcours et qui les déploie auprès de nos talents. Merci Johan. Alors oui, moi c'est Omar. Je suis présent au LPI depuis maintenant 4 ans. Et depuis 4 ans, ma mission justement c'est de créer ces parcours apprenants, que ce soit un parcours de mobilisation vers l'emploi ou vers l'entrepreneuriat, qui pour nous sont des prétextes justement à l'apprentissage. Alors, en tête de mes missions, j'ai à la fois une partie très théorique, où je vais essayer justement de m'appuyer sur le retour de formateurs en entrepreneuriat, sur les ressources d'autres programmes, et une partie tout à fait pratique, où je vais accompagner moi-même directement des entrepreneurs dans la création de leur entreprise, de leur projet, de leur association. Pourquoi ? Parce que justement j'ai besoin d'apprentissage d'être sur les deux pieds de ces acquisitions de connaissances. Et donc depuis maintenant 4 ans, j'ai accompagné, je crois, à peu près 80 personnes à déjà faire un choix sur est-ce que dans un entrepreneuriat ou pas. Et aussi, si c'est le cas, à passer le cap, ok, je suis devenu entrepreneur, je suis dans un état d'esprit entrepreneurial, et c'est donc comme ça que je vais me présenter. Je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est bon, on passe par ce stade-là aussi. C'est un peu dur parfois de se dire, voilà, je suis quelqu'un qui a un projet, qui va le pousser, qui va le présenter à d'autres, et qui va essayer de le convaincre que ce projet-là est d'intérêt, et qu'il a le mérite, il a la volonté d'être partagé à tous sur un cadre local ou peut-être international, ceux qui sont plus ambitieux pour ces questions-là. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment un prétexte. On a un pédagogique, la pédagogie. Bon, après, c'est pas grave. L'avantage d'avoir une grosse voix, ça aide à faire ça aussi. Donc, ouais, comme je le disais, il y a aussi pédagogique. Donc, toute l'approche justement de trouver des bonnes manières d'apprendre, de trouver des nouvelles manières d'apprendre, c'est ce qu'on va tester tout au long des parcours. Assistant technique. Et
Vous avez, voilà, j'espère qu'on est tous retenus aussi. Alors, tous donc, dans ce cadre-là, justement, on est toujours en réflexion avec l'équipe sur comment on peut aider les entrepreneurs, comment on peut aider les personnes qui sont dans ces recherches-là, une nouvelle aventure de vie, à pouvoir le mettre en place, à pouvoir trouver son apprentissage. Et je pense que c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Ne pas forcément en dire plus. Et donc je repasse le micro ailleurs. Ouais. Donc on vous propose un premier choc. Je ne sais pas si ça vous évoque des choses qu'il y a sur cette image. Ouais. Quelqu'un veut. Des vieux trucs, ouais. Ça ne sert plus à rien. Pas grand-chose. Donc l'idée, c'est de ne pas devenir ça. Une sorte de souvenir un petit peu éthéré, où on aimait bien. Enfin bon, ça ne sert plus à rien. Donc bon, ce sont des objets inanimés. Donc pour eux, c'est pas grave. Mais si c'est des humains, ça peut le devenir. Donc voilà, ne devenons pas le ticket de métro. Un vieux souvenir. Alors, on vous propose une première question. La dernière fois que vous avez appris quelque chose, rappelez-vous, essayez de rentrer en vous. La dernière fois que vous avez appris quelque chose, c'était peut-être ce matin. Dans quelles conditions vous étiez? Quel était votre état d'esprit? Quel était le contexte? Voilà, vous avez appris quelque chose, vous étiez dans quelles conditions? L'état d'esprit, le contexte, c'est quoi? Essayez de vous remémorer ça. Okay. Quelqu'un a quelque chose déjà? Ouais. Dans ma salle de bain, une émission sur France Culture sur les nouveaux langages, chatbot, etc. et comment ça fonctionne. Donc en fait, j'ai appris que on pose des questions, en fait, le programme génère quelque chose qui doit deviner le mot qui vient après. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne rentrerai pas dans le détail. On n'entend pas. Alors, tu étais dans ta salle de bain. C'est ça? Alors, et tu étais en interaction avec une machine? Écouter France Culture. J'ai écouté une émission scientifique. Donc, une émission scientifique. Et donc, qui expliquait comment fonctionnaient les nouveaux langages, chatbot, etc. Quel était le mode de fonctionnement des nouveaux langages, interface homme-machine, chatbot, etc. Voilà. Donc, des scientifiques partageaient ce qu'ils avaient fait pour que ça fonctionne, et tu as appris que. Le système, en fait, la nouveauté du système, c'est qu'en fait, ça doit deviner le mot qui vient après le dernier mot prononcé. Alors, la machine est capable de deviner le dernier mot qui vient après le mot prononcé. Enfin, le prochain mot qui vient après le dernier. Oui, donc prédictif. Ok, c'est super. Quelqu'un d'autre? On apprend dans sa salle de bain. J'ai appuyé? Non. Moi, c'était cet après-midi pour travailler une plaquette et je suis allée explorer PowerPoint. Enfin, rien d'original, mais j'étais pleine de curiosité et je me suis lancée dans l'expérimentation en bricolant, en essayant de bricoler quelque chose. Et pour moi. Enfin, en direction des entreprises, mais pour moi. Quelqu'un d'autre a envie de partager un récent apprentissage? Moi, c'était entre la cuisine et le salon, un podcast que j'ai choisi d'écouter sur un profil MBTI, qui est une grille de lecture de personnalité par rapport à une personne dans l'équipe avec qui je travaille, qui a fait le test, et donc j'avais cette envie, cette curiosité d'en apprendre plus à un moment que j'ai choisi pour le faire, tout en étant dans de l'action. C'est en marchant, en étant active, je sais que je remémore mieux les choses et que j'ai pu noter après sur l'outil Notion. Voilà. Merci. On a peut-être une
Une autre question, sauf si quelqu'un veut partager encore. Impeccable. Ah. Il fait froid, ça va. Alors, l'autre question, c'est les sources de motivation. La dernière fois que vous avez pris quelque chose, quelles étaient les sources de motivation qui ont favorisé la rétention de l'info, l'intégration d'une pratique ou d'un son, d'une image, etc. Et puis son approfondissement. Le fait d'avoir envie d'aller un peu plus loin. Parce que peut-être que tu es allé voir d'autres choses ou tu iras voir d'autres choses. Après ton expérience salle de bain, transculture salle de bain, peut-être que c'est passé quelque chose, tiens, ça m'intrigue, et je sais que je suis capable de comprendre maintenant, j'ai une clé, je pourrais aller plus loin. Là, pareil, sur l'idée d'une motivation pour un collègue, quelque chose voilà, ou c'était pour moi. Là, il y a des choses qui se sont exprimées. Est-ce que d'autres personnes auraient des formes différentes de motivation qui ont fait qu'on a appris quelque chose? Ouais. Du même registre, c'est tout simplement le fait que j'ai un prétexte de mise en application immédiate. Cet après-midi, j'ai donné des cours auprès d'étudiants en communication, donc il a fallu faire attention à tout ce qui se passait ces derniers jours pour que je sois vraiment dans l'actu. L'intérêt personnel d'apprendre quelque chose. Non. Ah. C'est bien, moi je bouge, donc moi. C'est un peu moins noble que ce que vient de dire Madame, le fait de savoir que ça va nous servir plus tard. Donc quelque chose de très simple. Moi j'ai appris qu'il y avait un château pas très loin de là où j'habite. Et en soi, je sais que ça va servir à la prochaine personne à qui je peux présenter cette information. Ça m'a motivé de retenir l'information. Ça t'a motivé de retenir l'information? Là c'était autrui. Quand même. Wow. Il y a eu plusieurs. Oui, c'est bien. Moi, je vais faire une présentation et les groupes qui avaient présenté avant avaient fait des trucs tellement extraordinaires que je me suis dit, bon, faut assurer. Voilà. Ça reste une bonne motivation. Motivation mimétique, excellent. Ok, on peut. Alors, on vous a prévu une intervention complètement structurée en 2 temps, voire et demi. Apprendre à apprendre, ben alors qu'est-ce que c'est qu'apprendre, et puis à apprendre, et puis à la fin, si on a le temps, qu'est-ce que j'en fais de ce que j'ai appris, comment je le rends visible, actionnable, etc. Mais par contre, on peut ne pas suivre la structure du tout en fonction aussi de vos questions, et je pense que c'est pas un problème. Donc la première question qui se pose quand on dit apprendre à apprendre, et puis là, voilà, tu peux en parler, c'est j'ai appris à me connaître, donc je sais comment j'apprends. Howard Gardner, il a essayé de distinguer tout ce qu'on peut mesurer comme capacité cognitive d'apprentissage est plus ou moins acceptée. Il y en a 2, c'est les compétences cognitives, ou en tout cas les potentiels au niveau de la partie linguistique, en verbal, écrit, et la partie logique, raisonnement logique, mathématique, etc. Pour ça, on mesure très bien avec des tests de QI ou des tests d'apprentissage faciles. Donc ça, c'est l'intelligence. Mais après, lui, il a dit qu'il y avait quand même d'autres choses, comme la capacité à appréhender les sons, à distinguer la jouer avec, la capacité à se mouvoir et à comprendre son espace, le toucher, et puis tout ce qui est intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle. Aujourd'hui, notamment nos collègues chercheuses parlent beaucoup plus de compétences socio-émotionnelles, mais en tout cas on est de l'ordre de l'intra et de l'extra par rapport à des interactions humaines.
Et puis l'intelligence naturelle, c'est-à-dire la sensibilité, la coopération avec les choses naturelles, en tout cas l'environnement matériel qui nous permet de vivre. Donc lui, il distingue tout ça, il dit, bon, tout ça c'est des talents, il n'y en a que deux qui s'appellent intelligence, donc moi je peux leur parler d'intelligence multiple. Ce qui veut dire que toute personne a des préférences dans tout ça, et donc quand à l'école on a d'autres, parfois on n'est pas bon à l'école et on va être très bon sur autre chose, donc comprendre ces façons d'apprendre à travers ce prisme d'intelligence multiple, qui a été dépassé depuis en termes de modèle, mais c'est juste pour vous dire qu'on a tellement de façons de faire marcher notre cerveau pour apprendre, que si on a dépassé l'âge d'aller à l'école, autant aller chercher celles sur lesquelles on sent le mieux. Ça comme ça parce que on a souvent une sorte d'imaginaire. J'apprends parce que je suis assis sur ma chaise avec mon ordinateur ou mon livre. Ben non, là on nous dit j'étais en train de marcher ou j'écoutais la radio dans la salle de bain, ça va pas du tout. Ben, c'est plutôt ça apprendre parce qu'on était en train de faire quelque chose pour lequel on avait une motivation intrinsèque profonde, qui était faire quelque chose pour moi. Mais par contre, ça va peut-être pas marcher pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas suffisant de dire c'est pour moi. Il faut aussi penser qu'on fait fonctionner dans l'acte qui a été décrit, ça, réaliser une plaquette par PowerPoint, des intelligences qu'on n'a peut-être pas encore bien activées ou c'est pas notre terrain de jeu facile. Et c'est pour ça que la punchline mondialement connue, tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il va passer sa vie à croire qu'il est stupide. Donc c'est là aussi où il faut aussi choisir un petit peu ses combats, ses terrains de jeu, quand il s'agit d'apprendre des choses nouvelles. Voilà, je pense que je peux arriver, ça peut suffire comme démarrage à un parcours apprenant, mais si jamais on se rend compte qu'on est vraiment sur un terrain de glissant en termes d'échec, là on peut commencer aussi à se poser les questions de est-ce que je suis bien dans ma bonne intelligence, sans forcément en faire un drame. Voilà. Toi, Romar, tu es là aussi pour en rajouter. Voilà, excuse-moi. Oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce qui vient dit par Johan, c'est qu'il y a une espèce d'idée reçue, c'est de se dire qu'on a une division des personnes en 3 types d'apprentissage, visuel, auditif et kinesthésique. C'est une idée reçue, ce n'est pas vrai. Tout dépend justement de la thématique, de la matière avec laquelle vous êtes en face, et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup plus. Peut-être que moi, j'ai besoin de fabriquer, de toucher, pour fabriquer un meuble, et d'autres, pour comprendre comment ça se passe, c'est plutôt juste lire la notice. Et il n'y a pas de règle générale pour le moment, l'état de la science, sur comment on aborde l'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi avoir en tête, c'est que, vous le savez bien en tant qu'entrepreneur, il faut tester, et tester plusieurs manières d'apprendre pour pouvoir trouver la bonne, et malheureusement pour nous, pour le moment, c'est changeant, c'est nouveau. Est-ce que les formes d'intelligence modifient en fonction de l'âge? Alors, est-ce que les formes d'intelligence, en tout cas les préférences, on va dire, d'apprentissage, se modifient en fonction de l'âge? Oui et non. Alors, on retourne en Normandie, c'est-à-dire que ça, c'est à peu près inné, c'est-à-dire quelle est ma préférence, c'est plutôt dans l'individu tel qu'il se structure en tant qu'être vivant. Par contre, il va avoir des interactions avec son milieu, etc. Et donc, au cours de sa vie, il va muscler plus ou moins telle ou telle forme d'apprentissage. Il va avoir des feedbacks positifs sur telle et telle forme d'apprentissage, donc il va peut-être plus enclin encore à aller sur ces formes d'apprentissage. Et donc il active de moins en moins d'autres qu'il avait en potentiel. Donc potentiel, ça ne veut pas dire que je l'active. Donc c'est pour ça que les chemins ensuite neuronaux qui vont aller jusqu'à la mémoire, puis ensuite engranger ça dans la partie où on se souvient même plus qu'on sait, mais on sait pas pourquoi, je sais marcher. Je sais plus pourquoi. Bah, du coup, tout ça, ça se corrèle, ça se cristallise avec le temps. Voilà, donc ça évolue, si tu veux, mais ça ne change pas fondamentalement sur le potentiel. Par contre, sur la façon dont ça s'exprime en termes de capacité, ça évolue avec le temps et à la limite, j'ai envie de dire, ça s'amenuise avec le temps parce qu'on se perd sur ce qu'on est, là où on est meilleur en fait. C'est ce qui est rassurant pour vivre jusqu'à la retraite, en tout cas.
Pour le coup, une fois qu'on est installé dans un apprentissage linguistique, il se peut qu'on perde le kinesthésique, alors qu'en fait c'était notre capacité la plus forte. Mais juste comme des conditionnements sociaux nous ont dit que c'était pas comme ça qu'on apprenait, en fait on se rend même pas compte qu'on est en train d'apprendre un truc, et si on le conscientise pas, ça on va pas. On peut passer à la suite. C'est bien. Donc, toujours, est-ce que je sais comment j'apprends? Ça vous appartient, moi, on ne le sait pas. Mais par contre, quel est le processus par lequel on passe quand on apprend? Ça a été bien documenté par différentes disciplines. Et là, je vous propose plutôt un regard de psychologues qui ont travaillé dans le domaine du sport. Donc là, c'est Gilles Buitchuan. Et il s'est intéressé en fait à ce par quoi on passe dans un circuit d'apprentissage, en passant de je suis novice, je sais pas, j'ai jamais fait, à je suis un cadre, je suis l'inventeur et le développeur, je crée des. Donc la première, donc je peux vous la faire avec la piscine parce que c'est là où il l'a décrit le mieux, mais ça marche avec tout. Donc au début, j'ai un peu peur, hein, je ne sais pas ce que c'est que ce nouveau milieu qu'est l'eau. Donc je vais me trouver plutôt dans mon émotion. C'est mon émotion qui va primer sur la réflexion. Et donc, je ne peux pas être dans d'autres formes d'apprentissage que réguler mes émotions. Hein, si j'ai peur d'aller dans l'eau, c'est pas la peine de me dire tu vas faire du crawl, ça ne sert à rien. Je suis dans autre chose. Et ensuite, on commence à s'intéresser, une fois qu'on s'est habitué un petit peu à ce milieu à l'eau, qu'on a commencé à voir qu'il y avait une margelle, c'était bon, ensuite voilà. Donc là, on a plusieurs phases où on commence à apprivoiser le milieu. Et donc on s'intéresse à comment ça marche, est-ce que je peux flotter, etc. On n'est pas encore complètement en train d'apprendre à nager, là, on est juste à apprendre à jouer avec le milieu. C'est l'étape fonctionnelle. On s'intéresse à comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ce milieu-là me permet de faire? Alors, au début, on a tendance à rester dans notre verticalité, parce que voilà. Puis après, on comprend qu'on peut être à l'horizontale et ça marche. Voilà. Donc après, on est sur la technique, l'étape technique, qui va dire, on regarde, là c'est plutôt notre fonction imitative d'apprentissage qui s'active, on regarde ceux qui réussissent, comment ils font. Donc a priori, ils bougent, etc. Et donc on imite, et puis on acquiert des techniques, donc ça peut être plus ou moins lent, hein, long, il faut répéter plusieurs fois. Et puis ensuite, on commence à acquérir la nage proprement dite. Donc on va regarder où on est, est-ce qu'il y a de la mer et des vagues, est-ce qu'on est en piscine, est-ce qu'il y a du monde, etc. Donc on est capable, une fois qu'on a acquis un peu les bases de la technique, de voir au-delà de nous-mêmes et du geste à faire. Donc là, on commence déjà vraiment à rentrer dans presque ce qui s'appellerait une compétence. C'est-à-dire que là, pour le coup, je suis capable de mettre en place une série de mouvements avec un objectif que je sais que je vais pouvoir atteindre, tout en prenant des informations ailleurs. C'est pas mal. Mais alors après, il y a l'étape experte, c'est-à-dire que là, j'en sais suffisamment que j'en suis à comment exactement je rentre ma main dans l'eau, qu'est-ce que ça produit effet. Je le sais même l'analyser, je pourrais même le mettre ça en logiciel, etc. Là, je suis un expert, donc j'ai souvent l'expert, c'est quelqu'un qui a assez d'expérience pour pouvoir créer son propre style, sa propre manière de faire, suffisamment à l'aise. On ne pense même plus à la plupart des choses, on est vraiment sur le détail, le truc qui va faire la différence, et on est capable aussi souvent d'enseigner. C'est à ce stade-là qu'on est capable d'enseigner en général. Au sens où je dis, je sais, et je vous dis ce qu'il faut faire. Enseigner, ça peut être autrement aussi, pas obligé non plus. Enfin, bon, voilà, on est à peu près sur ce processus-là pour tout type d'apprentissage. Donc, quoi qu'il arrive, vous passerez par ces étapes. Après, c'est pas une linéaire totale, mais quand même, là, pour le coup, on pense que c'est prometteur. Le problème, c'est que ce monsieur, il est chercheur émérite aujourd'hui, que du coup, très peu sont allés sur son terrain de recherche, donc il reste des choses à prouver. Est-ce que son modèle est le bon? Voilà, donc j'en ai fini avec comment on apprend, même si il y a des neurosciences scientifiques qui nous ont bien percuté ces dernières années. Hein, c'est un continent à découvrir, notre cerveau. Donc voilà, il y a l'idée qu'on est des machines à apprendre, et ce lieu en fait est aussi l'incarnation de ça, c'est fondé par des biologistes, des généticiens. Tout organisme vivant apprend, sinon il meurt. Et du coup, pour qu'on continue à vivre en apprenant, il faut savoir en tout cas qu'on apprend uniquement
si on fait attention. C'est l'attention. J'écoutais vraiment France Culture dans ma salle de bain. J'ai porté attention, qui va me permettre de porter les mécanismes d'apprentissage sur quelque chose sur lequel je me focalise. Donc ça veut dire que je ne peux pas avoir tout le temps de l'attention, et puis pas longtemps. Donc il vaut mieux répéter 2 minutes tous les jours plutôt que de faire 2 heures une seule fois. Ça, c'est pour ça. Puis après, on n'arrive pas à faire attention à tout. Donc je ne sais pas si on a le temps de passer une petite vidéo rigolote, mais... Voilà, donc là, c'est une... sur pour tout, là, hop, ce truc-là. Ça marche pas? Bon, bah, sans passe. Ah oui, t'es toute petite souris. Il y en a plein ici, des souris. On les aime beaucoup. Ouais. Ouais. Donc là, en tout cas, on a une photo d'un blob, hein, qui est vraiment le truc le plus simple qui soit, mais en même temps, c'est très fort, ça apprend très vite, tout le temps, et c'est une seule cellule. Donc imaginez, nous, quand on en avons tellement, à partir du moment où on a un apprentissage engrangé, notre structure cérébrale est différente. Et elle peut se moduler, avec le temps, se réagencer partiellement, comme quand on coupe un morceau du blob, le cérébral il se régénère. Nous, au niveau du cerveau, il y a déjà des expérimentations qui ont montré que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Hein. Ça va fonctionner. Donc, c'est bon. Ça a l'air. Enfin, j'ai cliqué sur mon écran. C'est que tu n'es peut-être pas connecté, si? L'écran apprend. Alors l'écran, lui, il n'apprend pas, parce que c'est une machine. On s'interroge sur... Ouais, en grand. Il faut la mettre... Ah, là, c'est trop tard, en fait. Je pense que c'est trop tard. Là, t'as gâché l'effet. Non, c'est pas de ta faute, excuse-moi. Elle est partie... Ouais, alors du coup, c'est un Cluedo. Hein. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's coat below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. How did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Quel observateur êtes-vous? Oui, vas-y. C'est juste, ça n'a pas pour pas tout. Et voilà ce qui s'est passé pendant que vous cherchiez à savoir qui avait tué. Donc voilà, on était focalisé sur autre chose, peut-être comprendre l'anglais, j'en sais rien, mais on n'a rien vu. Alors c'est une publicité pour vous aider à comprendre que vous faites attention au vélo quand on conduit en voiture. Mais bon et surtout pour Célia et Julien, c'est important. Mais du coup, on sera toujours dans une attention quand on apprend, et puisqu'on a besoin de notre attention, elle ne peut pas tout capter. Donc tout ce qui sera perturbateur de ça va vous rompre l'attention. Ou bien votre attention est telle, parce que vous êtes vraiment dans un apprentissage qui vous génère une émotion, vous ne verrez plus rien autour. Normal. On peut sortir. Et c'est d'autant plus important
considérer qu'on est une machine à apprendre qui ne peut pas fonctionner tout le temps, ah bah non, là, c'est... elle fonctionne mal, c'est-à-dire qu'on se trompe. On ne peut pas nous mettre le logiciel d'apprendre à nager, quoi. Il faut se tromper. Et du coup, c'est parce qu'on se trompe qu'on apprend, et on le sait qu'on se trompe grâce aux autres. Donc tout à l'heure, on approfondira peut-être ça. Donc c'est par le dialogue, c'est par faire, mais en capacité d'imiter, de voir si ça fonctionne par rapport à ce que l'autre a fait. C'est parce que on peut jouer, donc on peut se tromper en jouant, etc., qu'on apprend. Et ça très très tôt dans la vie. Et surtout, bah là tu le disais, hein, j'étais active quand j'ai appris la personnalité MBTI. Donc du coup, ça c'est fondamental aussi en neurosciences, c'est qu'on n'apprend pas trop beaucoup, ou il faut répéter tellement de fois quand on est passif. Voilà, donc voilà, je ne sais pas apprendre si je ne suis pas actif, si je ne bouge pas, ou alors je vais prendre beaucoup plus de temps. Ça c'est démontré par les neurosciences. Et alors, paradoxalement, en fait, c'est pas quand on est actif qu'on mémorise, c'est quand on est au calme, et même quand on dort. Donc, même chez le nourrisson, en fait, c'est pendant qu'il dort qu'il engrange dans sa mémoire ce qu'il a appris comme mot ou autre dans la journée. Et puis quand on apprend, c'est aussi parce qu'on répète, hein, donc on soulage la machine à apprendre. En répétant, en fait, on finit justement par intégrer ce qu'on sait dans une mémoire qui ne nous prend pas trop d'énergie. Hein, vous voyez, au début, je dois faire attention pour flotter, pas me noyer, etc. Puis après, je suis tellement à l'aise que je nage. Donc du coup, j'y pense même plus, c'est un automatisme. Donc ça, c'est vraiment important de penser que quand on a vraiment appris, c'est parce qu'on a assez répété pour ne même plus y penser, on est à l'aise. Et puis, ça s'intègre dans une mémoire vraiment très profonde et dans la durée, parce qu'on y a réfléchi. Donc ça, c'est la réflexivité qui est essentielle comme dernière étape, si vous voulez, du processus. C'est là où on maîtrise le mode d'emploi de la machine. C'est-à-dire qu'on sait, là on arrive sur le champ des méta-compétences, c'est-à-dire je sais ce que j'ai appris, comment je l'ai appris, pourquoi je l'ai appris, dans quelles conditions, et je peux recommencer du coup. Donc c'est là où je dis j'ai le mode d'emploi, j'ai plus besoin forcément de dépendre d'une seule machine, je sais comment ça marche, la mécanique. Bon, on n'arrive pas toujours à ça sur tous les processus apprenants, mais on n'apprend pas en tout cas si on n'a pas toutes ces conditions partiellement réunies. Un truc à savoir aussi sur les neurosciences, avant que je passe la parole à Omar, c'est qu'en fait on fonctionne selon un modèle bayésien, s'il y a des mathématiciennes et mathématiciens ici, c'est comme une machine à probabilité. J'ai vu ça une fois, probablement ça se reproduira. Ça se reproduit pas, ah, faut que je recompose, clac, clac. Et en gros, dès la toute petite enfance, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il est probable qu'un sanglier sorte du bois, donc il faut que je ralentisse. D'accord, c'est pour rester sur la sécurité routière. Et du coup, je le sais parce que on me l'a dit, ou j'ai eu des images, j'en sais rien. En tout cas, je fonctionne comme une machine probabiliste tout le temps. Et c'est pas fatigant, on est fait pour ça. Donc, pour le coup, même le blob fonctionne comme ça. Donc, c'est le côté machinique, là, pour le coup. Mais c'est beaucoup plus puissant que toutes les machines qui existent actuellement. Sur la complexité des recompositions probabilistes qui s'opèrent à chaque fois qu'une nouvelle information arrive, jusque-là, on est encore loin d'avoir tout compris. Si. J'ajouterais à ce qui a pu être dit, c'est aussi la notion d'intention, aussi de l'apprentissage, qui est hyper importante. Peut-être pour l'illustrer, moi dans le cadre aussi des engagements associatifs, on accompagne aussi des adolescents qui sont de leurs devoirs ou dans d'activités d'atelier. Et souvent, ce qui va bloquer l'apprentissage, c'est pourquoi. Pourquoi j'apprends la formule de Pythagore? À quoi ça me sert dans ma vie de tous les jours? Et le but, c'est de leur faire comprendre, c'est moins ce que tu apprends, mais comment tu l'apprends qui va pouvoir te servir. Quel est le processus logique que tu vas engager qui va pouvoir te servir pour la suite. Après, bien sûr, peut-être tous finir ingénieur, je ne sais pas, mais si on prend la majorité, ce sera plutôt ça qui va être important. Si je le remets aussi en perspective, peut-être pour les entrepreneurs, c'est un peu la question du pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'ai proposé ce que je vais proposer? Et pourquoi j'ai appris ce que j'ai appris?
Et c'est avec ce pourquoi-là que justement, l'attention, donc la concentration de l'apprentissage de meilleure qualité va pouvoir se faire. Donc c'est un peu l'élément que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a pu dire Johan. Et pour moi, c'est donc la première étape justement de ce processus avec intention, attention, réflexivité. C'est un peu ce qu'on va essayer de poser aussi sur les parcours. C'est juste pour jargonner un peu. C'est que, en fait, ce que la diapo précédente, c'était là-dessus, sur la dimension conative de l'apprentissage. On n'est pas dans l'intellect, là, on est sur le pourquoi, on est sur la volition, la machine désirante que nous sommes. Elle ne peut pas s'enclencher en tant que machine apprenante si on n'a pas une sorte d'intention, quelque chose derrière qui fait que ça a du sens. Ça, c'est plutôt les psychologues que les neuroscientifiques, c'était la diapo d'avant, mais c'est vraiment ce que tu dis là, c'est mon client, il m'attend demain, il faut que ce soit parfait. Ça peut être une motivation suffisante, ou bien c'est ma fille, c'est mon fils, et ça me saoulait les mathématiques avant, mais là, comme il a besoin d'apprendre et que c'est pas important pour elle ou pour lui d'avoir une bonne note, et je deviens professeur de mathématiques en 2 jours. Bon. C'est des mécaniques qui s'enclenchent, qui sont différentes pour chacune et chacun d'entre nous. C'est ça qu'il faut apprendre à prendre, c'est prendre conscience de ce qui nous meut, en étant toujours à l'affût que ce qu'on croirait qu'il faudrait que ce soit, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément parce qu'il y a un client qu'on est motivé, c'est parce qu'on a peut-être envie de briller parmi ses pairs et ses collègues. Ben oui, ça arrive. Ouais. Donc une question pour quand même qu'on arrête de Alors donc la question c'est qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui bloque ma capacité d'apprendre à apprendre Alors, spoiler alert, la trouille, la peur, c'est donc les points bloquants qu'on peut se mettre à l'apprentissage qui peuvent aussi nous bloquer dans cet apprentissage-là, mais il y a aussi les habitudes. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'il y avait parfois une division un peu idée reçue de l'apprentissage auditif, visuel, kinesthésique, etc. C'est une idée reçue, mais on peut aussi avoir de l'apprentissage. Peut-être que je vais moi plutôt apprendre par l'audio, donc par des podcasts. Peut-être que je vais plutôt apprendre en lisant des livres, des articles, des documents, peut-être par la vidéo, peut-être par l'échange. Et je vais peut-être en tirer la conclusion que c'est cet apprentissage-là, qui est le plus efficace pour moi. Sauf que ces habitudes, justement, elles peuvent être bloquantes sur certains sujets qu'on va pouvoir rencontrer. Donc, ce qui est un peu complexe, c'est qu'il va falloir, justement, pour favoriser sa capacité d'apprentissage, la remettre en question. Donc, remettre en question mes habitudes. Essayer de nouvelles choses pour pouvoir la nourrir. Donc, on repart un peu sur la partie entrepreneuriale, donc de tester, de prototyper des nouvelles manières d'apprentissage et les mettre en application pour voir si ce sont les bonnes par rapport au sujet qui est étudié. Oui, tu peux passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc ce que dit Omar, c'est lié au processus d'apprenance, en tout cas de se mettre en situation d'apprentissage, déterminé par trois grandes choses. Pour pouvoir mettre en place quelque chose, il faut que je le sache. Donc je dois acquérir des connaissances, il faut que j'en ai envie, donc ça c'était la dimension cognitive. Donc il y a quelque chose de l'ordre du désir qui s'active. Il faut aussi que je le sente, il y a une dimension affective aussi, parfois, dans le processus de l'activation de notre intelligence qui va faire qu'on apprend à apprendre. Mais tout ça, c'est super, sauf que parfois, on ne peut pas. C'est pas notre faute. C'est-à-dire que dans ce que Yann Le Botter, qui est un psychologue toujours rassurant quand il parle des compétences, etc., il dit bien, la compétence, c'est savoir, c'est vouloir. Donc là, il y a d'autres dimensions, c'est aussi les dimensions affectives et cognitives qui rajoutent. Mais savoir, vouloir, c'est très bien, j'ai envie, je sais, mais je peux point. C'est pas, on n'est pas toujours compétent dans une entreprise qui, je sais pas, nous stresse, etc. Donc, il faut aussi, si on veut apprendre à apprendre, se placer dans des contextes favorables.
pourquoi est-ce que vous voulez faire le truc nouveau, le nouvel icebreaker que vous aviez envie de tester en situation avec le plus gros contrat que vous ayez jamais eu. Ah non, vous faites ça avec un client ou même des collègues, c'est fait pour ça, Omnicité, vous testez votre truc dans un environnement sécurisant. Vous n'y allez pas avec tous les gens cramatés comme ça qui n'ont pas envie de se lever, vous ne savez pas, vous ne les connaissez pas encore. Enfin, non, vous êtes pas toujours capable de vous sentir en situation de tester. Et des fois, il ne faut pas faire ça, surtout pas, parce qu'après on va se dire, ah non, j'y vais plus. Donc ça, c'est qu'est-ce qui bloque ma capacité à apprendre? Ben, c'est le contexte, premièrement. Et après, ce que disait Omar, c'est nos croyances. Donc il y a des choses qui sont des croyances de l'ordre de la culture. Parce que tu vois, l'individu apprenant, il est en interaction permanente avec une société, une culture ou autre. Donc ça, on a des croyances. On peut en prendre conscience, bouger, évoluer, ok. Et après, il y a des biais cognitifs. Alors ça, compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure, on a machine probabiliste. Donc forcément, la machine probabiliste, elle finit par dire, ok, c'est tout le temps comme ça, a priori que ça va se passer. Mon circuit neuronal est bien presque solidifié. Et là, pour enlever tout ça, c'est compliqué. Donc on va nous apprendre, il y a des fresques pour ça. Aujourd'hui, la fresque du facteur humain, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on est tous sidérés, changement climatique, c'est la catastrophe, mais pourquoi est-ce qu'on n'agit pas? Quelqu'un s'est posé cette question, il a dit, bah oui, c'est lié à nos biais cognitifs. Alors vous irez voir la fresque du facteur humain, c'est très intéressant, mais on peut très bien savoir qu'il y a des biais cognitifs. Ça ne veut pas dire que vous en ferez pas preuve, enfin vous ne serez pas bloqué tout le temps par ça. Donc c'est pas sur ça trop qu'on peut agir, il faut juste en prendre conscience. Par contre, on peut agir sur les motivations. Donc ça, c'est peut-être que tu voulais ajouter des choses sur les motivations intrinsèques ou extrinsèques. Le client me demande, ou bien j'ai super envie parce que j'adore tester de nouvelles choses. C'est deux motivations différentes, l'une intrinsèque, l'autre extrinsèque. Ouais, c'est tout à fait ça. Si je reprends l'exemple qu'on a pu entendre tout à l'heure de la France Culture, l'apprentissage aussi, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir donner l'information à quelqu'un d'autre, on a à la fois, moi, ce que j'entends sur France Culture, j'imagine que c'est une radio que tu écoutes souvent. Ouais, peut-être pour pouvoir justement, tu l'as peut-être repéré comme plateforme de savoir et de connaissances que tu peux acquérir. Pour te faire plaisir. Bah, c'est très bien, justement, c'est là où je vais pouvoir justement creuser. C'est qu'est-ce que j'essaie d'obtenir par l'acquisition de connaissances, de savoir. Est-ce que c'est de me faire plaisir? Est-ce que c'est l'obtention d'un statut? Me sentir plus intelligent, plus heureux? Est-ce que ça va être plutôt de pouvoir mieux aider ceux qui sont autour de moi? Est-ce que c'est juste aussi l'amour de la connaissance? C'est justement de repérer quelle est cette volonté sous-jacente qu'on a à l'intérieur de nous pour qu'elle puisse venir comme élément motivateur dans la question de connaissance et essayer de la chercher dans tout ce qu'on apprend, voire dans tout ce qu'on entreprend d'ailleurs. Donc, c'est un exercice un petit peu difficile. Si je prends l'exemple des personnes qu'on accompagne sur nos programmes, justement, quand je leur parle de ça, ils ont un petit peu de mal. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de l'introspection. On débute justement les parcours par ça. Se poser la question de qu'est-ce qui va me motiver, qu'est-ce qui va me pousser à apprendre des nouvelles choses ou à agir différemment. Et même en faisant cet exercice-là, c'est pas forcément évident de pouvoir le repérer. Parce que pour moi, si je prends l'exemple, c'est un peu le travail d'une vie. Arriver à pouvoir repérer ça très précisément. Et donc, on n'a pas l'arrogance, l'ambition de penser qu'on va pouvoir le repérer très précisément chez ce qu'on accompagne, mais on a le petit souhait d'au moins avec elle démarrer cette réflexion-là. Moi, c'est justement un peu ce que je viens de partager justement aujourd'hui, c'est de vous poser la question du pourquoi vous apprenez très profondément. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On va pas s'arrêter justement à la première réponse, mais en creusant, en posant encore la question pourquoi je le fais, pourquoi ça, pourquoi ceci, jusqu'à arriver à un stade où on n'a plus de réponse possible, on a touché le fond de la bouteille. Donc
on est arrivé au terme de la partie surtout sur apprendre. Apprendre à apprendre, en fait, c'est une façon commode de désigner une méta-compétence. C'est quelque chose qu'on va activer dans tout un tas de situations dans la vie. Mais finalement, apprendre, ça suffit. C'est-à-dire, on apprend, et apprendre, c'est parce qu'on sait qu'on a appris, on sait comment on a appris, et on pourrait le reproduire. C'est pour ça qu'on va parler d'une compétence, ça s'active dans le réel quelque part. Et puis, ça lié à des mécanismes qui sont tout à fait ancrés profondément dans notre organisme, dans nos vies, etc. Mais on ne peut pas, comment dirais-je, donner une recette de apprendre à apprendre, justement parce que c'est un chemin très personnel, mais qui, du coup, va s'activer parce qu'on cause les uns avec les autres, et qu'on peut aussi voir des exemples de personnes qui ont trouvé leur façon de faire, et qui peuvent être probantes pour vous aussi. Ça, c'est plus dur, en fait, de savoir comment son intelligence fonctionne, donc ça, c'était ce qu'on voulait vous apporter sur les notions. Et après, là, on peut passer vraiment à un ping-pong d'échange. Et s'il nous reste ensuite un petit peu de temps, on ira sur qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on a appris après. Ça vous va? Là, on a dit plein de choses et on n'a pas tout dit encore de ce qu'on voulait dire, mais c'est fait déjà beaucoup, on a parlé. Non. Est-ce que tout le monde avait entendu parler, par exemple, de zone proximale de développement? Est-ce que c'est l'heure de parler de ça? Où on parle de soi, de comment j'ai appris, ce que je me suis rendu compte, etc. Enfin, comme vous voulez. Hein. On en a encore à... Ouais, vas-y. Ouais. Donc, je vais... Expérience. Vous m'entendez mieux? Je fais de l'accompagnement de personnes qui souhaitent obtenir un diplôme par la réalisation des études d'expérience. Donc, pour moi, ce dont vous avez parlé là, c'est central. Et finalement, mon job, c'est de les amener à mettre en lumière justement ces processus d'apprentissage. Et pour moi, du coup, ce que ça m'évoque, c'est souvent le fait que, effectivement, on apprend de mille manières, mais on n'a pas cette conscience de l'apprentissage. Moi, ce que j'entends constamment avec les personnes que j'accompagne, c'est « Ah ben oui, c'est vrai, j'ai appris à faire ça, je sais faire ça, etc. » constamment. Et c'est mon job de les amener finalement à le dire. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être, comment dire, il y a ce passage à la conscientisation qui fait une énorme différence en fait. Derrière, ça touche à l'estime de soi. Oui, ça démultiplie la capacité à apprendre. C'est-à-dire qu'on passe à la compétence et c'est ancré dans la mémoire de travail, uniquement dans le passage par la réflexivité. Sinon, on ne sait pas qu'on sait, donc c'est diffus, c'est pas tangible, puis on ne saurait pas expliquer à quelqu'un d'autre nécessairement. Voilà, il y a tout ce qui s'active au moment de ce passage, en fait, à la conscience. Voilà, c'est ça le mot-clé que tu prononces, c'est la conscience de sa compétence, c'est apprendre à apprendre. En fait. Donc, dans la VAE, la conscience et la mise en mots. Ça dépend des gens. Parfois, là, ce sera la mise en image ou la mise en mouvement. Je suis capable de... Oui. En tout cas, l'explicitation, on appelle ça l'explicitation, peu importe le support, est un processus essentiel de l'apprentissage, en tout cas de l'acquisition de compétences. Si le mot compétence vous va, on peut aussi en parler, bien sûr, et s'il y a des débats. Mais du coup, merci pour ce partage. Et ça m'intéresse beaucoup, cette question de la VAE. Je ne sais pas si... On essaie de trouver des sous pour arriver à faire la VAE du deal. Disant que toute expérience étant apprenante, on pourrait très bien repartir bien clean dans la vie après une juste peine, une condamnation, en ayant une reconnaissance quand même des compétences mobilisées dans un contexte amoral.
immoral, je sais pas. Voilà. On pourrait pas, hein. Mais ça marche aussi avec le fait d'élever ça un enfant, ou 2, ou 3, ou 4. Il y a plein de choses qu'on pourrait, si on arrivait à hacker un peu le côté trop formel, matching entre métiers en tension, etc. On essaie d'y arriver. On a inventé. Quelqu'un d'autre de réagir sur ce qui s'est dit tout à l'heure, partager une expérience, une pratique? Ouais. Merci. C'est peut-être plus une question pour ouvrir la discussion sur ce sujet, pour vous ou peut-être pour d'autres personnes dans la salle. À côté de mon travail, je donne des cours à des étudiants de licence principalement, et puis de plus en plus de master. Et je fais aussi la formation pro. Et une grosse différence que je vois, c'est que c'est plus dur d'intéresser des étudiants qui sont souvent un peu passifs sur leur chaise que les pros qui payent pour la formation et qui savent pourquoi ils sont là. Et donc je me demandais, par rapport à ce qu'on s'est dit au moteur de l'apprentissage, qu'est-ce que vous recommanderiez vous, ou peut-être des gens dans la salle, pour, je teste plein de choses, hein, mais peut-être que plein de trucs auxquels je pense pas, pour intéresser ces étudiants, pour les faire se mobiliser, être plus en action, voilà, parce qu'ils ont un cours parmi tout un bloc, sans savoir, des fois dans un cursus, c'est pas forcément choisi. Comment, dans un temps court, parce que parfois je fais des cours de 1 ou 2 jours, donc l'introspection c'est peut-être trop long, comment je peux réussir à susciter leur intérêt sur les sujets de moi que je fais le numérique responsable. Moi j'enseigne le design, web et le numérique responsable. Donc c'était pour rebondir, ok. Est-ce que j'arrive à aller jusqu'à toi? Bonsoir. Inclusion, comme ça tout le monde est obligé de parler. Donc il se présente et par exemple l'humeur du jour. Ça veut dire que tout le monde a parlé devant tout le monde, même si c'est en un mot. Et pareil à la fin. Et ensuite, il faut aller les chercher. Donc on est debout et on y va. Voilà. Pas leur laisser le choix, c'est mon conseil. Oui. Je voudrais rebondir également. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit qu'elle a fait des recherches par rapport à justement un événement qu'elle devait avoir. Et je pense que dans ces tranches d'âge, c'est important de leur permettre de s'identifier à des rôles. Je parle de ou autres, peut-être identifier dans leur catégorie d'âge, quelles sont les figures qu'ils regardent. Et ensuite de leur dire, tu sais, dans le design, si tu veux arriver à ça, voilà à peu près ce qu'on vit. Moi, c'est quelque chose qui marche très bien avec les jeunes, 10, 14, 18 ans, de leur parler de figures qu'ils connaissent et de leur expliquer en quoi ce qu'on apprend à l'école, justement, a un lien avec ce qu'ils aimeraient peut-être faire plus tard. Et je sais que moi, le souci avec l'école, ça a souvent été ça, c'est de ne pas comprendre pourquoi on apprend ça, de ne pas faire le lien avec sa vie future. Et aujourd'hui, à une époque des réseaux sociaux, c'est important de pouvoir faire le lien entre la vie qu'eux, ils ont et ce qu'ils sont en train d'apprendre. Alors, moi, je viens du monde de l'entreprise, donc j'essaie de leur prendre des cas concrets. Je leur donne des exemples de choses qu'ils pourront gérer plus tard en tant que professionnels. Et souvent, je les fais travailler en groupe, et après, je leur fais faire des présentations. Et le but, c'est qu'ils soient surtout proactifs, parce que sinon, ils s'ennuient. Alors, du coup, tu vas intervenir aussi. Vas-y. Ça va tout à fait dans ce sens-là. Moi, je vais d'abord partir de... justement, je suis accompagnateur VAE de temps en temps aussi. Et c'est d'abord partir de la connaissance individuelle que chacun a sur le sujet que j'amène. Après, je le mets en tension, en fait, sur l'intelligence collective, le fait d'apprendre à plusieurs. Et moi, mon rôle aujourd'hui, en tant que formateur, c'est simplement de mettre éventuellement en perspective par rapport à ce que le collectif a déjà produit, en fait. Et donc, en fait, je pense qu'à un moment donné, on apprend bien, comme tu disais tout à l'heure, quand on est en action, en fait. Et alors, je rejoins sur le sens, en fait. Je relis au niveau du sens, en fait. Et donc, du coup, après, les faire travailler sur un cas concret, pas un cas pratique, en fait, un cas concret qu'ils ont à traiter, pour permettre de mettre en pratique la connaissance théorique qu'ils ont pu dégager collectivement. Je rebondis. Donc notre collègue Olivier Bréchard, qui dirige la partie Learning Planet Alliance, avant il travaillait chez Webforce 3. Je ne sais pas si tu connais. Et Webforce 3, c'est apprendre le code à des gens très éloignés de l'emploi ou des personnes
avec une forme d'autisme. Et en fait, le modèle de Webforce 3, c'est d'aller voir les TPE, PME, les assos qui ne peuvent pas se payer des logiciels ou des sites web chiadés, etc. Et donc c'est ça le vrai cas concret pour les apprenants de Webforce 3. Donc c'est des jeunes, souvent plutôt jeunes quand même, en formation. Ils ne sont pas étudiants, mais c'est plus court que peut-être avoir un master. Mais ça fonctionne très bien. Donc peut-être que c'est peut-être pas tout le contenu qu'il faut faire comme ça. Je parle devant des spécialistes. Moi, ce que j'aurais à dire, comme on a fait là, hein, on pourrait faire une vidéo YouTube, vous regardez, vous êtes au chaud chez vous avec des chaussons si vous voulez. Ça sert à rien. Oui. C'est peut-être, est-ce qu'on ne mettrait pas en pratique un truc vrai, dans la vraie vie qui va vous faire donner envie d'écouter la radio ou de vous documenter pour pouvoir réaliser le défi qui lui est posé devant vous. Ça, c'est quand même une motivation plus susceptible de fonctionner. Donc, si on ne peut pas le faire comme ça, on peut se séquencer. Court temps théorique, plus longtemps de tests, et plus on teste, plus on apprend. Même si on a moins de connaissances qu'on cherche à faire rentrer dans le canard, à la fin, on apprend plus et plus longtemps si on est mis en action et en activité. Donc c'est là que c'est pas toujours facile selon les contextes. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand on dit qu'on fait quelque chose qui est de l'ordre du travail et que c'est quand même du travail. Ça a l'air d'être un vrai travail et ça se travaille en fait une séquence pédagogique. C'est complexe à mettre en place et donc ça se rémunère le temps de préparation de ce genre de travail. Si ça ne l'est pas, bon, ils en ont pour leur argent et les étudiants iront étudier ailleurs. Ça arrive aussi. Je dis ça, je dis rien. Pardon, j'ai trop parlé. Merci, bonjour. Moi, je m'appelle Fleur, je suis coach professionnel en entreprise et par rapport à ce que Omar disait tout à l'heure, le jeu et effectivement le pourquoi. Quand tu parlais de la partie numérique, moi, ça m'a rappelé ce que tu disais au niveau de Pythagore. Quand on m'a appris ça, c'était avec les projeteurs orthogonaux. Et c'était, OK, comment on peut s'en servir pour jouer au billard. Et en fait, de transposer une action, une activité ludique, et donc dans l'ère numérique, de mettre dans des situations, moi je vois même avec des dirigeants, je sors ma boîte de Playmobil, et je les mets en situation, et en fait, le fait qu'il y ait le jeu, la motivation, et je pense qu'au niveau numérique responsable, il y a sûrement moyen de s'amuser en les mettant dans des situations où forcément ils vont se tromper, et comme ça va leur permettre d'acquérir, d'engranger, et puis en plus, si c'est en groupe, tu as moyen que les erreurs des uns nourrissent aussi les autres et ils ne reproduiront pas l'erreur. Donc merci pour... Donc on peut, avec le prof de maths, on fait les orthogonnales. Les orthogonnales avec le prof de maths, et puis le prof de numérique, il dit on va faire une application qui joue au billard. Enfin, c'est génial. Vas-y, Marc. Peut-être pour réagir à ça, je suis assez d'accord. Il y a... un élément motivationnel qui pourrait aider, c'est beaucoup trouver le lien avec ce qu'ils connaissent en termes de code culturel. Donc ça demande justement à sa culture et justement à ce qui pourrait les intéresser. C'est pas toujours évident, mais c'est un élément qui marche, qui fonctionne bien. Oui, l'autre élément, ça a été encore dit, c'est parce qu'on disait tout à l'heure et qui a été encore dit ici, c'est le savoir du pourquoi, de pourquoi je fais ce que je vais faire. Et ça va pouvoir justement aider à booster un peu l'apprentissage. Après, de manière pratico-pratique, on a parlé de jeu, ça peut fonctionner dans certaines situations, c'est pas toujours le cas. Ça va être justement à la discrétion du facilitateur, du formateur, de savoir si le sujet s'y prête, ou si ce n'est pas le cas. Il y a aussi de peut-être casser un peu le schéma, on va dire, classique de « je suis le professeur », et je vous donne le savoir, mais plutôt, est-ce que peut-être qu'il y a déjà du savoir présent dans le groupe, et puisque le passé changé, et moi je viens en complément sur les éléments qui sont manquants. De créer une sorte de dynamisme un petit peu dans le groupe, et ça peut se faire par pair, ça peut se faire par petits groupes. C'est encore une fois un peu la formatrice ou le formateur qui peut l'utiliser. Donc c'est pas de formule secrète, c'est vraiment des choses qu'on peut tester justement, encore une fois, qui peut aider à faciliter l'apprentissage. Comme je disais, malheureusement c'est complexe, ça dépend à chaque fois de comment chacun apprend. Ça peut avoir des résultats, mais on peut avoir peut-être quelqu'un qui, dans le groupe, se sentira un peu en décalage. Ouais, ce que tu dis, ça évoque
l'apprentissage par les pairs, on l'expérimente ici et on ne sait pas encore trop non plus bien le mettre en œuvre tout le temps. Ça marche pas avec tous les groupes, enfin, c'est compliqué, mais bon, il y a des méthodes, il y a aussi des communautés de pratique qui fonctionnent comme ça. Moi, je vous invite vraiment à vous intéresser à ça, parce que, a priori aussi, Omnicité en études, communauté de pratique, où il y en a plusieurs à l'intérieur, donc c'est intéressant. Et l'idée que justement, on n'apprend jamais sans les autres, on apprend tout seul, hein. On se plante tout seul, on apprend tout seul. Mais les autres, c'est pour le processus réflexif d'explicitation. Alors, en tant qu'entrepreneur, on a des clients, on a des personnes avec qui on intervient, on a plein d'accompagnateurs VAE en puissance parmi nous qui ne savent même pas, et ça coûte parfois pas grand-chose de demander, ou de se faire poser des questions sur comment tu t'y es pris, pourquoi tu as fait comme ça, etc. Dans les séquences de co-développement, par exemple, c'est comme ça qu'on apprend, grâce à l'interaction avec autrui, qui nous aide à réfléchir. Moi, j'aime bien dire qu'on est des miroirs positifs les uns pour les autres. On n'est pas obligé de dire le négatif, la personne, souvent, elle sait bien trop à quel point c'était pas assez bien, etc. Par contre, le miroir positif, ça peut aider vraiment, pas déformant, hein, on dit juste le positif. Et puis après, les points d'amélioration, souvent la personne, elle se les amène elle-même. Après, peut-être que les accompagnateurs VAE vont me contredire. Et je sais pas, mais en tout cas, on est sur ces logiques-là aussi ici. Au-delà du apprendre à apprendre, c'est aussi prendre avec soi, apprendre ce qui est nécessaire à soi. Donc c'est ce que disait Omar, c'est à quoi ça va me servir, pourquoi je fais ça. Si la personne n'a pas le sens de la situation dans laquelle on la place pour que soi-disant elle apprenne, c'est fini. Elle va être là pour vous faire plaisir, avoir ses fesses au bon endroit, mais elle n'est pas en train d'apprendre là. Elle est en train de vous faire plaisir. Donc ça peut marcher dans le côté affectif, la maîtresse d'école, les petits, ils aiment bien la maîtresse et ils apprennent pour ça. Ça peut marcher, mais ça ne marche plus avec des étudiants en général. Malheureusement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres thématiques, d'autres choses qui vous ont interpellé, posé question Oui. Oui. Ne cours pas, parce que sinon je vais tomber. Je vais pas parler de VAE. Non, c'est pour moi, il y a une notion pour aider, qui est la valeur sociale qu'on accorde à ce qu'on apprend. Enfin, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que de voir que, enfin si je vois ça en VAE, mais les personnes ont appris des choses, mais parce que ça n'est pas reconnu, et notamment reconnu socialement, voire économiquement parlant, eh ben, ils le perçoivent comme un apprentissage ou un apprentissage qui n'a pas de valeur. Et en fait, ça détruit tout. Donc, je ne sais pas comment le corréler, enfin là je l'explique comme ça, mais je ne sais pas ce que vous en faites, comment vous l'intégrez ou pas, mais c'est quelque chose de connexe et qui peut avoir une incidence assez impressionnante sur l'apprentissage, me semble-t-il. Alors je ne sais pas, parce que soit on continue à réagir, soit c'est une énorme, magnifique introduction à ce qu'on voulait amener après, donc je ne sais pas. Les deux? Ouais. Donc on a encore quoi, 15-20 minutes et puis cocktail. Alors comment documenter et rendre visibles ces apprentissages? Ça c'est une question qui peut vous aider, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Vous avez une offre commerciale, etc. Puis souvent, vous ne savez même pas toujours tout ce qui pourrait vous différencier des autres. Mais plus on en sait sur des pratiques, des acquis, etc., et plus éventuellement en tant que client on est rassuré, ou en tant que partenaire, on va plutôt venir vous chercher vous qu'une autre. Donc ça peut avoir un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mieux compris comment j'apprends, je peux acquérir plein de méthodes. Pas la peine de les collectionner. Mais une fois que j'en maîtrise une et que je vois qu'elle est dans l'air du temps, c'est à la mode, et donc susceptible d'ouvrir des marchés, il faut que ça se sache. Alors c'est ça, il y a tout un modèle économique comme ça d'intervenants qui vous propose d'acquérir une méthode, de la labelliser, de payer pour ça, et vous êtes content d'avoir le label machin truc. Bon,
il existe d'autres façons de rendre visible et de documenter ces savoir-faire et ces pratiques qui sont ouvertes. C'est-à-dire que c'est reconnaissance ouverte d'une pratique ou d'un engagement de quelque chose qui a été réalisé ou d'un apprentissage, d'une compétence. Donc ça, ce sont les open badges. Les badges de reconnaissance ouverte, qui sont des outils numériques qui nous permettent de faire reconnaître par d'autres le fait qu'on sait, comment ça s'appelle, on sait accoucher les consciences pour qu'une personne ait mis en mots ce qu'elle a appris tout au long de sa carrière. C'est une pratique, et donc on peut, tous ceux qui diraient « moi j'ai le badge numérique, je sais faire ça, je suis le Socrate de la formation professionnelle », ça vaut quelque chose. Mais il y en a d'autres qui disent « ouais, moi aussi ». Du coup, on peut se rencontrer après. C'est-à-dire que tous les porteurs de cet outil numérique, qui est un badge numérique, pourraient décider de se retrouver autour d'un café pour améliorer leur pratique. Donc ça peut se passer autour d'un café ou en ligne, peu importe. Donc vous pouvez utiliser ces outils-là pour vous faire valoir, et ça peut être un projet dans le projet Omnicité aussi, de dire on est des personnes qui s'entraînent en nous-mêmes pour nous reconnaître comme étant porteurs de compétences, mobilisés dans des situations dont on peut parler, dont des clients peuvent attester. Donc ils peuvent endosser les compétences ou les pratiques que vous souhaiteriez mettre en avant aux clients à travers les badges numériques. Et ça c'est quasi, ça coûte des abonnements ou l'énergie qu'il faut pour les créer et les faire valoir, les badges, c'est tout. C'est gratuit, c'est ouvert, il n'y a pas forcément besoin de label, de trucs, mais il faut les tester pour que vous voyez si ça peut en tout cas vous aider à ne pas oublier que vous avez appris quelque chose. Ce processus réflexif et le diplôme qu'on a à la fin, par exemple, c'est une sorte de crédit social qui vous est donné pour ne pas oublier que d'autres ne viennent pas vous dire que c'est pas vrai. Donc il faut trouver aujourd'hui des méthodes différentes, parce que l'apprentissage il ne se fait plus vraiment à l'école, ni vraiment sur les bancs de l'université, et il ne s'est jamais fait comme ça en fait. Il se fait vachement beaucoup en dehors en tout cas. Et l'école, l'université, tout, elle vient tamponner que vous savez faire des choses, mais tout ce que vous savez faire qu'elle n'a pas tamponné, c'est comme si ça n'existait pas. Donc pour le coup, nous ici, on essaie de réfléchir à un diplôme blanc. Vous venez ici, vous nous dites ce que vous voulez apprendre, et nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que ce soit reconnu. C'est pas écrit ce qu'on doit vous apprendre. Votre curriculum, votre cursus, c'est vous qui pouvez vous le créer. On a une offre socle qu'on vous propose, mais tout le reste, vous pouvez l'apprendre ailleurs, vous pouvez faire des choses, vous engager, etc. Et à la fin, on est censé vous reconnaître que vous avez acquis, ce que vous voulez qu'on sache que vous avez acquis. Mais on peut vous aider un petit peu plus si vous ne savez pas exactement ce que vous avez acquis, tellement vous avez fait de choses. Pour quelqu'un qui a eu une carrière assez longue, c'est impressionnant la liste des compétences qu'il pourrait revendiquer. Mais ce n'est pas toujours souhaitable de toutes les revendiquer. Mais ça a un intérêt de se poser ces questions-là. Donc je préfère d'ailleurs que vous en posiez si vous en avez. Sinon je suis intarissable sur le sujet. T'avais des compléments toi peut-être? Oui, c'est la question du partage par rapport à cette phrase qui est à l'écran. C'est la notion de documenter rendre visible. C'est documenter rendre visible pour les autres. Donc en tant qu'entrepreneur, ce serait la question quel canal de partage je vais pouvoir avoir avec ceux que je vise, ceux qui sont intéressés par ce que je vais documenter. Donc c'est une question un peu à se poser. Après, pour peut-être revenir sur la question de la culture sociale, enfin des codes sociaux qui vont valider le savoir ou pas, je te rejoins, dans le sens où, quand on parlait d'école, d'université, ce sont des savoirs du coup scientifiques qui sont valorisés, et tous les autres savoirs qui ne rentreraient pas dans ce cadre-là peuvent être négligés. Et on pourra avoir tendance justement à ne pas les mettre en avant. Donc c'est un peu tout le rôle justement des open badges dont parlait Johan, de pouvoir venir les valider avec un peu le fonctionnement de ce que propose comme validation le milieu scolaire et universitaire. Est-ce que c'est la bonne méthode? On pose la question. Mais c'est celle qu'on a actuellement et qui est reconnue par tous. Est-ce qu'il faudrait en inventer d'autres? Sûrement. Est-ce qu'il faudrait aussi qu'on ait justement un système plus ouvert en termes de validation de compétences et de connaissances? Assurément. Mais en état, ces open badges-là peuvent servir justement à valider un peu ces compétences-là en attendant qu'on fasse le travail collectif. Que des plateformes comme LinkedIn ou autres soient beaucoup plus sévères sur la façon dont les crédits sont accordés. Il y a aussi cette question de la confiance et du crédit, toujours dans les diplômes et des reconnaissances,
qui doit pas forcément être un faux combat. En tout cas, ça ne doit pas être du chiquet. De la même manière que je disais miroir posé, on peut dire waouh, c'est super, alors qu'on pense que c'était nul. Ça, c'est pas aimer quelqu'un de dire ça. Je dis, enfin, c'est un avis. Hein. Alors, du coup, on a cette idée-là de reconnaissance qui émerge comme mot-clé, hein, que tu nous as amené, Isabelle. Eh bien, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth, qui n'était pas un traître. Enfin, du coup, il est même plus loin que ça. Lui, il dit la reconnaissance précède la connaissance. C'est parce que on est reconnu socialement dans son être, etc., qu'on peut se sentir en capacité d'aller chercher des connaissances, de devenir apprenant. Et vraiment, alors nous, on essaie d'expérimenter ça, c'est-à-dire les personnes éloignées de l'emploi, des années de chômage, etc., les premiers temps de leur parcours vont forcément passer par une sorte de mise en lumière entre pairs de toutes les compétences, etc., qu'on a manifestées dans une situation comme un créaton que propose Omar. Donc double objectif pédagogique, expérimenter ses compétences socio-émotionnelles, tout en apprenant ce que c'est que gérer un projet, triple objectif pédagogique, se sensibiliser aux objectifs de développement durable. Et on s'amuse. Alors du coup, on a tout ça comme... on n'a pas forcément besoin des open badges pour faire ça, mais à la fin de cette expérience-là, les gens ont vécu quelque chose d'intense, et du coup, on peut leur dire, bah là, sur la capacité à gérer tes émotions, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à dire? Et s'il ne sait pas ou elle ne sait pas, bah, y a le groupe qui va dire, bah si, quand même, c'est toi qui as permis d'avancer, parce qu'on voyait bien que tu étais en train de stresser, puis tu t'es calmé, et ça nous a permis d'avancer. Bon, bah, c'est des petites choses hein, dans un groupe, mais quand on est dans l'isolement, dans le dénigrement social, dans la non-reconnaissance sociale, on ne peut pas apprendre. C'est pas possible. Bref. Question, remarque, envie d'aller plus loin. Ouais. Ce sera une question par rapport à ce qui est dit là. Est-ce que vous explorez les autres cultures? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a la culture française qui porte beaucoup ça. Et puis on parle de les États-Unis anglo-saxons où c'est just do it. Et puis finalement, t'as beau pas avoir fait tel diplôme, on s'en fout. Si tu dis que tu vas le faire, tu testes. Et il y a les inconvénients qui vont avec. Mais est-ce que vous explorez un peu ce qui se fait, comment ça se fait, et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer, des approches, des techniques? Il y a des choses très concrètes, les badges, si j'ai bien compris. Ça a été inventé aux États-Unis. Ça a été inventé aux États-Unis. Et est-ce qu'il y a des approches plus immatérielles, des postures, des façons de valider un apprentissage, de rendre visible un apprentissage, sans que ce soit une étiquette, ou sans que ce soit quelque chose de concret comme ça, mais plutôt dans l'approche, dans l'éducation de ceux qui ont appris, de ceux qui recrutent, de ceux qui... Voilà. C'est large comme question. Un début de réponse, ça serait l'éducation populaire, qui est une forme d'apprentissage de groupe et de transfert de connaissances, de pratiques et véritablement entre les gens, entre eux. Voilà. Oui, tout à fait. Pour répondre à ça aussi, on a la chance d'avoir des groupes qui sont très divers culturellement. On essaie un petit peu de le valoriser justement sur les formes d'apprentissage qu'elles ont apprises en dehors de l'école aussi. C'est assez intéressant et assez important qu'elles ne viennent pas que ce soit forcément de nous, mais que ce soit aussi elles qui le prennent en main et le valorisent. Sur nos parcours aussi, oui, on a différentes approches, peut-être des approches philosophiques par rapport à l'apprentissage. Si je parle notamment de l'ikigai ou de la philosophie stoïcienne, on utilise beaucoup justement avec les entrepreneurs. Ça peut être une approche très pratico-pratique. On fait, et après on se pose la question de comment ça va fonctionner. Et on teste une myriade de choses, et on essaie de voir si ça répond bien au niveau du groupe. Il y a la formule classique, que je vais pu décrire, et on essaie justement après de diversifier tout ça. Euh, 65 nationalités ici, en étudiants, chercheurs, salariés, collègues.
Et on se retrouve vachement sur cette question de la reconnaissance et comment on fait pour documenter ses apprentissages et ses savoirs et comment on fait pour le faire savoir aussi avec du crédit. Mais ça, c'est pas universel, hein, mais le crédit social, en tout cas, oui. C'est-à-dire la confiance qu'on fait à quelqu'un, elle est plus ou moins facile à faire selon les cultures et selon aussi les contextes. Au niveau professionnel, par exemple, si vous pouvez tout de suite virer quelqu'un, vous pouvez dire bah, tout le monde a sa chance. Si vous avez d'autres systèmes de protection, vous ne pouvez pas le faire. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent, mais c'est pas si culturel que ça. C'est juste que les formes que ça prend vont être très différentes, en effet. Et puis il y a des personnes qui, du coup, se sentent beaucoup plus dans la reconnaissance parce qu'elles sont ancrées dans des cultures très, très fortement conscientisées, des cultures indigènes, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas si documenté que ça non plus, ces choses-là. C'est des champs de recherche, d'ailleurs. Tu veux chlore, cocktail, chlore. Donc, conclusion par Madame la Directrice. Merci de votre attention et d'avoir participé à notre petit moment. Merci beaucoup. Et puis, on vous enverra les slides. Et puis évidemment, il y a le cocktail aussi pour continuer à discuter et à échanger. Mais je voulais faire une petite, en fait, en écoutant l'ensemble de l'intervention, je voulais conclure simplement en disant là que j'ai écrit au fil de l'eau, hein, donc ce sera un peu brouillon cette conclusion de ma part, désolée par avance. Mais finalement, à Unicité, on essaye de mettre en place un cadre apprenant, justement pour que chacun d'entre vous, chaque entrepreneur puisse se sentir dans un cadre favorable pour en fait devenir entrepreneur. C'est un petit côté promo. Hein. Mais j'en profite parce que certains d'entre vous sont peut-être nouveaux dans la coopérative. Je vais justement mettre en lumière quelques différents endroits où on essaye de mettre en place ces différents modes d'apprentissage qui correspondent plus ou moins à chacun d'entre vous, en fonction de votre personnalité, etc. Et on essaye de justement que ces modes qu'ils soient les plus divers possibles pour que chacun puisse être de plus en plus à l'aise dans ces chaussures d'entrepreneur. Et donc je pense d'abord à toutes les formations. Donc voilà, il y a un nouveau site communauté. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le site pour l'améliorer. Mais il y a plein de formations auxquelles vous pouvez participer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ateliers. Donc il y a plein d'entrepreneurs, d'ailleurs c'était le cas énormément en début d'année, qui proposent des ateliers aux entrepreneurs, donc des entrepreneurs pour les entrepreneurs, dans deux situations en général. La première, ça va être, je vais tester une offre avant de la mettre sur le marché, exactement ce que disait Johan, finalement, parfois il vaut mieux tester entre nous, nous régulièrement on vous dit d'ailleurs, on est en train de tester quelque chose là, donc faites-nous des retours, soyez indulgents, etc. Mais faites-nous des retours surtout, pour qu'on apprenne à faire mieux, etc. Donc vous pouvez faire des ateliers pour tester quelque chose et ensuite être plus à l'aise pour le vendre à des prospects ou des clients existants. L'autre raison pour faire un atelier, souvent, c'est simplement, vous avez une connaissance, vous avez un savoir, et en fait, juste par générosité, solidarité, enfin, vous prenez le mot qui vous plaît le plus, mais vous avez envie de le partager. Et souvent, on sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Souvent, c'est l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs, de découvrir de nouvelles personnes dans la coopérative, et finalement d'échanger. Donc voilà. Ça, c'est aussi une autre raison pour faire ce qu'on appelle un atelier. Et donc, n'hésitez pas à venir nous trouver si vous voulez mettre en place un atelier. Ensuite, il y a le réseau. Alors, le réseau, c'est vaste, évidemment, mais c'est hyper important, on pense,
de se rencontrer aussi, parce que quand on se rencontre, on va peut-être rencontrer un entrepreneur qui nous inspire, qui a eu un parcours qui vous parle, et ça permet aussi de se dire, ça ouvre le champ des possibles, ça permet de se dire, tiens, en fait, peut-être que je peux y arriver aussi, puisqu'il y est arrivé. Voilà, donc ça peut être de rencontrer simplement des personnes qui seront passées par l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça peut être aussi le réseau, c'est les prises d'initiative. Il y a les labos métiers qui ont mis en place plein d'événements, de projets, etc. Mais c'est aussi, donc Omnicité propose un cadre pour tester aussi par vous-même, pour prendre des initiatives, et donc ça doit aussi être une manière d'apprendre. Je pense aussi par exemple au labo, je pense que c'était le labo communication, qui se rencontraient, et chaque fois c'était une personne qui avait une expertise en communication, qui présentait son expertise et la partageait aux autres. Donc voilà, il y a aussi des endroits comme ça, et on est tous acteurs de ça en fait. Nous, l'équipe d'appui, on va essayer de mettre un cadre, mais en fait, ça se fait avec vous, ensemble, sinon on ne sait pas faire grand-chose évidemment. Voilà. Après, il y a tout ce qui est des outils, des ressources. Sur le site justement communauté dont je vous parlais, il y a un espace ressources. Je pense la ressource la plus utilisée, c'est le contrat modèle pour les prestations de services. Mais l'air de rien, en fait, c'est déjà une manière d'apprendre, justement. On se saisit de cette ressource, on va la personnaliser pour en faire quelque chose, etc. Donc c'est aussi une manière d'apprendre. Et donc moi, je retiens peut-être particulièrement, donc c'est complètement personnel, chacun aura retenu quelque chose d'autre peut-être plus précisément, mais c'est le fait qu'il faut se tromper pour apprendre. Et je pense que c'est hyper important de se tromper, de continuer à se tromper pour finalement apprendre au fil de l'eau, en prenant du recul aussi sur ses erreurs grâce aux autres, du coup, et essayer justement d'avancer dans ses apprentissages. Et ce qui m'amène en fait aussi aux échanges individuels qu'on a, des rencontres individuelles avec votre conseiller aussi. Et ça, c'est vraiment très important que les rendez-vous individuels, par exemple, alors ils peuvent servir bien sûr à vous apporter une info sur quelque chose de très précis, très particulier. Ça peut servir à ça, mais bien sûr, ça peut être aussi des temps de réflexion en fait. Ah, mais ça n'a pas marché, mais pourquoi ça n'a pas marché? En fait, être dans un dialogue pour réfléchir et prendre du recul. Et mes collègues vont rigoler parce que je parle souvent dernièrement de la méthode du canard en plastique. En gros, les développeurs dans l'informatique, est-ce qu'il y a des développeurs parmi nous ce soir? Tu connais la technique, Anne? Anne, est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, lorsqu'on a un problème technique et qu'on n'arrive pas à l'exprimer, on se tourne vers son canard en plastique et on lui pose la question. On lui explique le phénomène, le blocage. Et en fait, très souvent, la réponse arrive d'elle-même. Exactement. C'est comme ChatGPT, si on veut. La boucle est bouclée. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment l'idée, c'est vraiment se dire, je parle à cette... alors pour le coup, c'est un objet, c'est une blague, mais c'est bon, ils font ça, c'est d'appeler un collègue, et juste en exposant sa problématique, en exposant son problème, le fait d'en parler, on fait, ah oui, non, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ah oui, mais voilà. Et donc, je pense que voilà, les rendez-vous qu'on peut faire aussi, on est là aussi pour parfois s'écouter, même entre pairs, on parlait de cet apprentissage-là entre pairs, de dire, mais attends, de juste raconter son histoire, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et puis
Et en fait, on se rend compte par soi-même ce qui a pu bloquer par le dialogue et par l'échange, par la parole, finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place dans quand on fait des rendez-vous individuels, mais aussi entre les personnes, entre vous, etc. Quand on vous dit, peut-être que tu peux appeler telle personne, elle pourra t'aider, etc. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, n'hésitez pas à vous tromper. Et quand c'est un peu difficile, parce que quand on se trompe et qu'on fait une erreur, c'est pas toujours simple, et qu'on échange et qu'on essaye d'en tirer toujours des enseignements dans nos différents modes d'apprentissage. Voilà. Et pour terminer, j'étais en train de je demandais à des collègues, est-ce qu'on a des annonces d'événements à venir? Non, Julien, je te regarde particulièrement. Non, alors on n'a pas encore choisi la date et le thème de la prochaine nocturne, mais on y travaillait déjà ce soir. Non, parce qu'on se dit, on s'est mis un peu la pression quand même. Non, par contre, si, on sera au Salon des entrepreneurs, Go Entrepreneurs, 5 et 6 avril. Donc faites passer, venez sur le stand de la coopérative, faites passer le message autour de vous. Si vous avez des connaissances qui hésitent à se lancer, dites-leur de venir nous voir, ce sera l'occasion. Et puis, c'est à la Défense Arena, derrière la Défense Nanterre. C'est le prochain gros événement qu'on a. Et on a notre assemblée générale. Oui, ça j'ai. 12 mai. N'hésitez pas à venir nous trouver aussi si vous avez des idées de thèmes de nocturne, si celle-ci vous a plu et si vous avez des idées, nous on est preneurs. Voilà. Il y a une question, pardon. Non, c'était pour dire que demain, moi, dans le cadre du démarrage de l'année, de la démarrée 2023 dynamique, oui, j'organise un atelier codev, il reste 2 places. Atelier co-développement demain, il reste 2 places. Et pour ceux qui ne connaissent pas le co-développement, de 10h à midi. Le co-développement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer d'être juste dans la méthode. J'espère que Florence, je ne vais pas dire de bêtises sur le co-développement. Si tu me l'as expliqué la dernière fois, donc j'ai appris et je vais essayer de restituer et voir si c'est juste. Donc en gros, le co-développement, vous êtes en groupe. Il y a une personne qui, on va dire, est le client. Cette personne a un problème, une problématique, et les autres membres du groupe vont, en suivant une méthode très précise, très cadrée, qui nous vient du Canada, je pense, voilà, les autres membres du groupe vont essayer de solutionner ou apporter des idées, des pistes de solutions pour résoudre votre problème. Voilà. Donc maintenant, vous avez très envie de... Voilà. S'il y a d'autres questions, d'autres plus d'actualité, non? Autre mode d'apprentissage et de mise en relation, le Slack de la coopérative. Donc si vous n'êtes pas sur Slack, donc un chat collectif, dites-le nous, on peut vous ajouter au Slack. Voilà. Merci. Et maintenant, bon cocktail, bon réseautage. Merci à tous d'être venus.